Nous réaffirmons notre attachement aux traités et conventions précédemment souscrits par l'État du Niger. Nous appelons l'opinion nationale et internationale à nous soutenir dans notre action patriotique pour sauver le Niger et sa population de la pauvreté, du mensonge et de la corruption. Nous demandons enfin à tous nos partenaires de faire confiance à notre armée qui est et demeure la garante de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ces temps difficiles que nous traversons, nous savons pouvoir compter sur votre esprit de patriotisme pour que vive le Niger. Je vous remercie. Sur ces images, le nouvel homme fort du pays, le chef d'escadron Salou Djibo, que la majorité des Nigériens découvrent pour la toute première fois. C'est cet homme qui parle très peu, qui a fait parler l'artillerie de la CIA, la compagnie d'appui dont il avait les commandes. Outre les arrestations, les affrontements ont fait plusieurs morts et blessés dans les rangs des militaires. 2 jours après la prise du pouvoir par l'armée, nous nous rendons à la compagnie d'appui dans l'espoir de rencontrer le nouvel homme fort de Niamey. Le décor n'est pas habituel. 2 limousines garées brillent dans la cour. Plus loin, des militaires échangent en petits groupes sans perdre de vue leur objectif premier. Des hommes en armes montent la garde devant ce bâtiment. Ils ne disent pas un seul mot, mais sur leur regard, on peut lire « Accès interdit à toute personne étrangère ». À bon entendeur, salut. Le chef d'escadron Salou Djibo occupe toujours, 3 jours après sa prise de pouvoir, ses mêmes bureaux à la compagnie d'appui. Ici, nous passons presque toute la journée sans pouvoir le voir. 2 jours après, nous nous rendons au palais présidentiel, à la Villa Verte, où le nouvel homme fort du pays vient de déménager. Nous demandons à le rencontrer. Un militaire nous conduit chez ses supérieurs hiérarchiques devant la Villa Verte. Après quelques minutes d'échange, nous avons l'autorisation de rentrer voir le chef, juste pour filmer, pas d'interview. Enfin, nous voilà dans le petit bureau de Salou Djibo. Nous avons eu en tout et pour tout 25 secondes pour filmer. Les consignes sont strictes. Ce putsch était en gestation depuis décembre dernier. Il a été reporté à plusieurs reprises pour des raisons stratégiques. Au lendemain du coup d'État qui a mis fin au régime Tandja, la réponse des Nigériens ne s'est pas fait attendre. Ils sont plusieurs milliers à battre le pavé le samedi 20 février pour se rendre au rond-point de l'armée. Une véritable liesse populaire. L'appel de la CFDR, la coordination des forces de défense de la démocratie et la République, regroupant des partis d'opposition et organisations de la société civile, ces manifestants sont venus apporter leur soutien à la junte qui vient de prendre le pouvoir. Ils ont dû braver un soleil de plomb pendant de longues heures pour manifester leur joie dans une ambiance électrique. La 6e République
après plusieurs heures d'attente, les héros du jour, des représentants du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, arrivent dans les lieux. Ce coup d'État qui est intervenu dans un contexte de crise politique sans précédent a été salué par les adversaires du président Dessus. Opposition et organisation de défense de la démocratie avaient le même leitmotiv. Nous l'avons accueilli avec soulagement. Nous avons eu à le dire le lendemain déjà dans une déclaration que nous avons faite dans le cadre de notre coalition des partis et mouvements associatifs qui luttaient contre le régime de M. Tanja. C'est pour nous, on a accueilli ce coup d'État avec soulagement, puisque le régime de Tanja était devenu un régime autoritaire. Les Nigériens étaient privés de tous leurs droits, de leur liberté, mais on a toujours préféré garder espoir, parce que nous savions que ça ne pouvait pas durer. En mettant fin au régime illégal et illégitime de la 6e République et en promettant de travailler d'urgence au retour à un ordre constitutionnel et démocratique, tout ceci a suscité un immense soulagement pour nous démocrates de ce pays qui n'étions pas d'accord qu'on puisse nous dire que le Niger avait un autre choix que d'être démocratique. Soulagement certes, mais inquiétude aussi. Certains acteurs de la société civile ne cachent pas leur inquiétude quant à la capacité de la junte de conduire une transition digne de ce nom pour la restauration de la démocratie au Niger. Pour le moment, nous ne pouvons pas donner carte blanche à ces militaires tant que nous ne voyons pas l'aboutissement de ce processus-là. Donc c'est là où, je disais tantôt, nous avons des méfiances. Méfiance, oui. Parce que nous avons un peu vu partout en Afrique, les gens, quand ils font des coups d'État et quand le peuple, de fois, accueille ça, ils comprennent ça autrement. Autre lieu, autre constat. Au chef du MNSD Nassara, le parti du président Dessus, c'est un autre son de cloche. Le dimanche 21 février, soit 3 jours après le coup d'État, plusieurs centaines de partisans du président Dessus se sont retrouvés au chef de l'ancien parti au pouvoir pour donner leur lecture de la nouvelle situation politique dans le pays. Ce coup d'État, qui a occasionné des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et de dégâts matériels importants, a été perpétré contre le régime en place, sous le prétexte d'une situation politique tendue, sachant que des efforts conjugués sont déployés en vue d'un aboutissement rapide et heureux du dialogue politique internigérien sous l'égide de la CEDEAO. Les auteurs du coup d'État ont abusivement utilisé les termes de mensonge, de corruption et de pauvreté, injustement attribués au régime pour justifier leur forfait. Comment alors
ne pas s'offusquer de telles allégations à l'allure de procès d'intention. Condamnation ferme du coup d'État, fidélité à Mamadou Tandja en tout lieu et en tout temps, ont clamé les partisans de l'ex-président. Monsieur le Président Mamadou Tandja, le MNSD Nassara vous remercie et vous félicite. Notre parti, j'allais dire votre parti, vous reste toujours fidèle et reconnaissant. Le bureau politique national du MNSD Nassara condamne énergiquement le coup d'État du 18 février 2010 et tient pour responsables ses auteurs quant au risque de dérapage et de détérioration de la situation politique, sociale et économique de notre pays. Aussi, le bureau politique national du MNSD Nassara prend-il acte de la déclaration de la junte de restaurer la démocratie à travers une énième transition dont les contours ne sont pas encore clarifiés. Les militants du MNSD Nassara n'ont pas manqué d'accuser l'opposition de vouloir récupérer le coup d'État tout en appelant la junte à observer une neutralité dans la conduite de la transition. La prise de position d'une certaine classe politique tendant à faire sienne la déclaration du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, nous rappelle les multiples tentatives abjectes de récupération dont ces acteurs sont devenus désormais maîtres. Le bureau politique national du MNSD Nassara exige la libération immédiate et sans condition du président Mamadou Tandja et des membres du gouvernement arbitrairement détenus par la junte. Arrivé à la tête de son pays en 1999 à l'issue d'élections jugées libres et transparentes par la communauté internationale, Mamadou Tandja, cet ancien colonel de l'armée, est réélu en 2004 pour un deuxième mandat de 5 ans, le dernier selon la Constitution. En 10 ans, il a réussi le pari d'imposer son pays, l'un des plus pauvres au monde, sur la scène internationale. À son arrivée au pouvoir, les caisses de l'État étaient presque vides. 600 millions de francs CFA en tout et pour tout, moins que le capital d'une entreprise viable. La dette extérieure du pays avoisinait le milliard et les fonctionnaires totalisaient 13 mois d'arriérés de salaire. Mal payés et non payés, ils étaient en cessation de travail. De 600 millions en 1999, le budget de l'État est passé à plusieurs centaines de milliards en 10 ans. 731 milliards précisément en 2008. En 2008 surtout, le pays enregistre le plus fort taux de croissance dans l'espace UEMOA, 9%, presque du jamais vu dans ce pays, classé parmi les plus pauvres de la planète. La démocratie se porte bien, elle est même citée en exemple. Le pays amorce lentement le chemin du développement avec des investissements immenses dans plusieurs secteurs prioritaires. Sous le prétexte de vouloir achever ces grands chantiers et sous l'instigation de ses partisans, Mamadou Tandja annonce en mai 2009 sa volonté de modifier la Constitution pour prolonger de 3 années supplémentaires son deuxième et dernier mandat. Tous ces stratagèmes se heurtent à un refus catégorique des institutions de la République, lesquelles seront dissoutes les unes après les autres. 12 juin 2009, la Cour constitutionnelle rend l'arrêt devenu historique. Sous la conduite de sa présidente, Mme Salifou Fatimata Bazé, cette femme devenue symbole du refus des tripatouillages constitutionnels en Afrique, la Cour annule les décrets du président de la République en 2 termes qui se passent de tout commentaire. C'est une grande première dans l'histoire de la démocratie en Afrique. Le camp présidentiel n'a pas su lire entre les lignes. La présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Bazé, avait déjà prévenu le président Tandja à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An 2009, soit plusieurs mois avant que les velléités n'apparaissent au grand jour. Monsieur le Président de la République, l'année 2009 verra se dérouler successivement les élections locales et générales. Il s'agit assurément là d'une étape importante pour la consolidation du processus démocratique dans notre pays. La Cour en appelle à tous les acteurs afin que ces consultations se fassent dans le respect des règles, en toute transparence et en toute liberté. Pour sa part, la Cour, fidèle à ses principes, remplira sa mission dans le strict respect de la règle de droit.
Après avoir dissous toutes les institutions, le président Tandja gouverne le pays par ordonnance jusqu'à l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution, celle de la 6e République le 4 août 2009. Un référendum largement boycotté par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile. La tension monte au fil des jours et des semaines. La rupture est désormais totale entre l'opposition et le pouvoir. Les premiers organisent la résistance, les seconds, eux, organisent la répression. Les marches de protestation se terminent en course-poursuite entre forces de l'ordre et manifestants. Des kilos de gaz lacrymogène pleuvent sur Niamey. Et souvent, la répression est sanglante. La crise politique est profonde et sans précédent. Les lendemains sont incertains. Toutes les médiations échouent face à l'intransigeance des deux parties. C'est alors que les militaires jugent nécessaire de mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Ce pays était dans une situation de blocage institutionnel. Comme vous le savez, il y a beaucoup de médiations, comme je le disais tantôt, qui ont été entreprises. Plusieurs formes d'approche ont été mises en œuvre. Mais nous étions arrivés à une situation de blocage telle que personne ne voulait reculer. La tension sociopolitique était arrivée à son paroxysme et Dieu seul sait qu'est-ce que le lendemain aurait pu être. Je crois que, autant que je le sache, vous êtes en contact un peu avec tout le monde, avec toutes les couches de cette société. Et il me semble que vous êtes du même avis que moi, qu'il y avait une tension telle que on se demandait, chaque Nigérien se demandait qu'est-ce qui allait advenir. Il fallait mettre fin à cette situation. Les forces armées nigériennes, avec leurs consoeurs, forces de défense et de sécurité, étant le dernier rempart pour préserver cette unité nationale et même l'intégrité territoriale, ces forces, disais-je, se sont senties dans l'obligation d'intervenir avec pour objectif principal de rétablir la démocratie. La junte a juré de ne pas confisquer le pouvoir. Salou Djibo a même signé une ordonnance dans laquelle ni lui, ni les membres du gouvernement ou du CSRD ne se présenteront à la prochaine présidentielle. Par le passé, l'armée nigérienne a témoigné de sa sincérité et de sa loyauté au peuple, en lui épargnant des périls et en remettant le pouvoir à la classe politique dont c'est la vocation. Aujourd'hui, nous faisons le serment devant Dieu, devant vous et devant l'histoire, de vous rester loyal. Je voudrais ce soir, mes chers compatriotes, vous rassurer que votre armée, républicaine par essence, nationale dans sa composition, soucieuse d'un avenir harmonieux pour la nation et respectueuse de la souveraineté du peuple, n'entend nullement confisquer le pouvoir comme elle l'a déjà démontré par le passé. Par ailleurs, pour assurer une conduite sereine et impartiale de cette transition, nous prenons l'engagement qu'aucun membre du CSRD ou du gouvernement de transition ne sera candidat aux prochaines élections présidentielles. La junte s'engage à restaurer la démocratie dans un délai qui sera fixé par un conseil consultatif, l'un des organes clés de la transition. La restauration de la démocratie sera prioritairement axée sur... Premièrement, le CSRD
s'engage à restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable, qui sera proposé par le Conseil consultatif. Deuxièmement, l'assainissement de la situation politique et économique, en particulier la lutte contre l'impunité, la corruption et les trafics d'influence qui ont miné la crédibilité de notre pays et de ses gouvernants ces derniers temps. Troisièmement, la mise en œuvre urgente de tous moyens pour faire face à la famine qui menace l'existence de millions de Nigériens pratiquement dans toutes les régions du pays. Quatrièmement, enfin, le développement minier et pétrolier du pays dans la rigueur et la transparence. Le choix du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie s'est porté sur Mamadou Danda comme Premier ministre. Ce dernier était jusque-là chargé des questions politiques à l'ambassade du Canada au Niger. Il forme un gouvernement de 20 membres composé de 5 officiers supérieurs et de 15 civils, tous des technocrates. Aucun militant d'un parti politique ou membre des organisations de la société civile ne figure parmi l'équipe de Mamadou Danda. L'accent est plutôt mis sur les compétences. Dans notre démarche, la rupture avec ce qu'on a vécu en 1999, c'est de ne pas se référer aux états-majors des partis pour prendre les candidats et les nommer ministres. Cette configuration du gouvernement Mamadou Danda a suscité des avis différents au sein des organisations de la société civile qui ont mené une résistance farouche pour le respect des règles du jeu démocratique au Niger. Je suis satisfait. Je suis satisfait parce que ça répond à 2 exigences majeures de mon point de vue. Premièrement, la taille du gouvernement. Vous savez, dans ces pays où on fait le gouvernement juste pour caser des amis, pour caser des partisans, et lorsqu'on sait que ce travail-là n'est pas forcément un travail politique, mais bien sûr un travail technique et qui doit se faire dans la sérénité, je pense que c'était une bonne chose et ça coïncide justement aussi avec les nécessités. Et je pense que même l'avenir, ce comportement doit être pris en compte. Il faut bien gérer les ressources qu'on a. Je tiens quand même, avant d'arriver sur l'appréciation du gouvernement, à vous dire que 3 organisations de la société civile, à savoir le CSN, dont je dirige, le RODAD et le ROSEN, nous nous sommes retrouvés où nous avons sorti un communiqué final dans lequel nous avons dit que nous n'entendons pas nous laisser faire et nous tenons à ce que la gestion de la transition soit une gestion participative, c'est-à-dire que ce soit une transition démocratique avec tout naturellement l'implication de toutes les forces vives et en particulier, nous avons dit les forces démocratiques, c'est-à-dire la société civile et les syndicats. Du côté de l'opposition, les avis sont concordants. Ici, l'on estime qu'une transition sans les partis politiques est avantageuse à plus d'un titre. Ceci permet entre autres de maintenir les différentes formations politiques à égale distance. Si nous comprenons le fait qu'il n'ait pas mis des partis politiques, nous ne comprenons pas l'absence de la société civile. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour la société civile nigérienne qui s'est battue, qui a été emprisonnée, qui a été bâillonnée, qui a été embastillée pour le retour de la démocratie. Et je pense qu'il n'était que juste qu'ils participent, eux, à la restauration de la démocratie. Mais bon, maintenant, la jeune a ses raisons, peut-être que nous ne maîtrisons pas, mais c'est vrai que nous aurons préféré quand même que ça soit cette société civile qui s'est battue pour le retour de la démocratie. Ça devait être elle qui devait diriger cette transition. Le fait qu'il n'ait pas mis des représentants des partis politiques est une option qui a beaucoup d'avantages. En tout cas, elle en a beaucoup à nos yeux, à nous, à qui on aurait causé quelques soucis si on devait nous associer à travers des représentants désignés par nos partis ou par notre coalition de la CFDR. Nous avons constaté en effet qu'ils ont tenu le pari de ne mettre comme ministre que des hommes et des femmes auxquels on ne connaît pas d'appartenance politique. Ça veut dire que tous les partis sont tenus à égale distance par les autorités de la transition. Maintenir les partis politiques à égale distance,
C'est ce que compte faire justement le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. Un mois après sa prise du pouvoir, le chef d'escadron Salou Djibo a rencontré les forces vives de la nation. Partis politiques, sociétés civiles, syndicats, autorités coutumières et religieuses, ils étaient tous là, au grand complet, pour cette première rencontre avec le nouvel homme fort du pays. En prenant la parole devant ce parterre de personnes, l'homme a surpris à plus d'un titre. Salou Djibo a mis l'ensemble de la classe politique dans un même moule. La classe politique nigérienne dans son ensemble est comptable devant l'histoire des raisons qui ont motivé l'intervention des forces de défense et de sécurité le 18 février 2010. Quid du sort du président dessus? Il est toujours détenu dans une des villas du palais présidentiel. Ces derniers jours, plusieurs fidèles de l'ex-président ont été arrêtés à Niamey. Est-ce le début de la chasse aux sorcières? La junte leur reproche de mener des activités subversives et de vouloir saboter le processus de transition en cours. Mamadou Tandja sera-t-il traduit devant la justice? La question est sensible, très sensible. Pour les uns, il faut étudier le dossier avant de savoir le sort à lui réservé. D'autres, par contre, estiment qu'il ne revient pas au Conseil suprême pour la restauration de la démocratie de se prononcer sur la question, mais plutôt aux nouvelles autorités qui seront élues à l'issue de la transition. Nous toucherons nécessairement à certains dossiers. La personne du président de la République n'est pas particulièrement visée. Il y a bien d'autres gens qui ont eu à poser des actes, qui ont eu à faire des choses qu'il nous faut regarder de près. Et nous traitons ce problème dans sa globalité. Nous ne faisons pas de chasse à la sorcière contre telle justement ou telle sorcière. Mais nous gardons la tête froide. Nous essayons de rester justes, équitables, et nous allons porter une attention particulière aux dossiers qui étaient des dossiers brûlants à l'époque. Nous allons aller chercher pour voir comment ça a été géré. Et à partir de là, nous allons suivre les procédures normales de manière à demander des comptes. Ce n'est pas notre rôle, mais la mission centrale ici, comme on dit, il faut quand même jeter les bases d'un assainissement. L'assainissement ne veut pas dire chasse aux sorcières. Ici, nous voulons inscrire tous les actes dans un cadre de la légalité. Il y a des situations à examiner, quitte à ce qu'après, les choses s'inscrivent dans la logique de l'instruction judiciaire ou alors dans la logique d'une action qui permet d'exposer à l'opinion nationale quelle a été la gestion de ceux qui nous ont précédés et de trouver le compromis que les Nigériens voudraient bien faire. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie a évité de se prononcer sur la durée de la transition. Il a préféré laisser le soin au Conseil consultatif d'étudier la question pour proposer un chronogramme de tenue des différentes échéances électorales qui marqueront le retour du pays à un ordre constitutionnel. Mais du côté de l'opposition, l'on estime que la transition ne doit pas dépasser une année. Lorsque nous discutions avec Tandja, dans le cadre de la médiation de la CEDEAO, nous avions préconisé avec le médiateur, au demeurant, le principe d'une période de transition et nous en avons fixé la durée à 9 mois. Aujourd'hui encore, c'est la même proposition que nous faisons aux militaires et nous pensons que c'est un ordre de grandeur de ce genre-là qui serait le délai raisonnable sur lequel nous serions les uns et les autres en mesure de nous entendre. Nous pensons raisonnablement que 9 mois est un délai raisonnable pour faire une transition, puisqu'il y a déjà un précédent. En 1999, nous avons fait une transition militaire qui a duré 9 mois et qui a permis l'organisation d'élections libres et transparentes, à l'issue desquelles M. Tandja a gouverné le Niger pendant 10 ans. Quelques jours seulement après le coup d'État du 18 février, la communauté internationale a dépêché à Niamey des émissaires pour s'enquérir de la nouvelle donne politique. C'est ainsi que des délégations de l'Union africaine, des Nations unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'UEMOA ont rencontré la classe politique nigérienne et le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. Nous avons très ouvertement, très sincèrement transmis les préoccupations, mais aussi les attentes
de la communauté internationale. Nous avons indiqué ce qui est la symbolique de cette délégation composée de 3 organisations, de 3 familles auxquelles le Niger appartient et des familles qui, dans cette conjoncture particulière, veulent faire preuve à la fois de vigilance et de sollicitude. Et donc nous sommes vigilants en ce qui concerne les principes qui s'imposent à tous pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour la préservation de la vie et de la dignité des personnes, y compris des anciens dirigeants. La communauté internationale a également témoigné à la junte sa volonté d'accompagner le pays dans la dynamique de restauration de la démocratie. Nous avons marqué notre disponibilité. Il appartient aux autorités du Niger de savoir si nous sommes utiles ou pas. Nous avons marqué notre disponibilité et nous sommes prêts sur le plan diplomatique, sur le plan des convictions que nous pouvons apporter, des témoignages que nous pouvons apporter, à faire, comme j'ai dit, notre part du travail. Offensive diplomatique de charme. Des émissaires du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie ont sillonné plusieurs capitales africaines et Paris pour expliquer les raisons qui ont motivé le coup d'État et leurs priorités dans le cadre de la transition. Le coup d'État semble une culture de l'armée nigérienne. Celui du 18 février dernier est le 4e depuis l'accession du pays à l'indépendance. En 1974, le général Séni Kounché inaugure le bal en renversant le père de l'indépendance, Diori Amani. Le vent de la démocratie souffle au début des années 90. Après les conférences nationales, Mahaman Ousmane est élu président en 1993. 3 années plus tard, en 1996, il est renversé par son chef d'état-major, le général Ibrahim Baré Maïna Sara. Le bail de ce dernier ne dure pas plus de 3 ans. En avril 1999, le général Baré tombe sous les balles assassines de Daouda Malamouanké. Depuis l'avènement de la démocratie, Mamadou Tandja est le seul chef d'État à avoir passé plus de 3 ans au pouvoir. Mieux, il a fait 10 ans à l'abri des guéguerres politiques dans un pays où la démocratie inspirait fierté. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il entre dans l'histoire par la grande porte et de la plus belle des manières. L'ancien colonel de l'armée nigérienne aurait pu rester un monument en Afrique. Oui, le président Tandja aurait pu, si et seulement si les vendeurs d'illusions n'avaient pas eu raison de lui, s'ils n'avaient pas réussi à le convaincre qu'il était indispensable. Mais pour autant, faut-il dédouaner Mamadou Tandja? À mon humble avis, non. On reconnaît le bon prince à travers le choix des hommes, lesquels sont à son image et savent ce qu'il aime ou pas. Mais l'histoire n'est pas à refaire. Et on ne l'a fait qu'une seule fois, toute une vie. En tout état de cause, sur le continent noir où le respect des constitutions est la vertu la moins partagée, le coup d'État du 18 février dernier fait jurisprudence. Une jurisprudence qui invite les spécialistes des tripatouillages constitutionnels à plus de prudence. Plus qu'un coup d'État, c'est une leçon à tous les maîtres qui sont passés champions dans l'art de modifier pour rester encore et toujours au pouvoir, que l'ère des présidents à vie est bel et bien révolue. Après 50 ans d'indépendance, le continent berceau n'aspire qu'à la démocratie.
Vous